Bonjour à tous. Nous allons commencer ce nouveau webinaire du Climate Action Accelerator. Avant de commencer, je vais demander à tous les participants et tous les intervenants de bien vouloir couper leur vidéo et leur micro afin de garantir une expérience optimale pour tout le monde, pour tous nos participants. Merci beaucoup. Well, thanks. Alors, donc, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet important pour la décarbonation. Le sujet étant les matériaux de construction décarbonés. Et nous allons nous focaliser aujourd'hui sur la terre crue et sur le TIFA, avec un focus particulier sur l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Quelques informations pratiques avant de commencer et de donner la parole aux intervenants, puisque c'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui. Donc, au niveau du programme, c'est comme d'habitude, on va commencer par des présentations des intervenants, et puis on aura un moment de questions-réponses à la fin, pendant une demi-heure. Ce webinaire est enregistré et sera disponible en différé sur le site internet du Climate Action Accelerator. Les présentations seront également disponibles sur le site internet, sur la page de l'événement. On vous demande de bien vouloir couper votre son et votre vidéo pour que ce soit optimal pour tout le monde. Pour poser une question, vous pouvez écrire dans le chat tout au fil du webinaire, ou alors vous pouvez lever la main pendant la session de questions-réponses. Les intervenants répondront à vos questions un peu très précises, très techniques au fil de leur présentation, ou bien à la fin, pendant la session de questions-réponses. On vous a mis ici aussi le site web du webinaire avec la page de l'événement, ainsi qu'un mail pour nous contacter si besoin. Vous avez une fonction de traduction qui est disponible pendant ce webinaire, de traduction vers le français, qui sera la langue parlée de ce webinaire, vers l'anglais. Les sous-titres en anglais sont disponibles. Pour pouvoir les activer, il faut suivre la description qui est présentée ici. Donc, c'est tout en bas de votre écran et vous cliquez sur langue parlée français vers la traduction en anglais. Alors, le Climate Action Accelerator, qui sommes-nous? Je vais d'abord m'excuser pour tous nos partenaires qui sont présents aujourd'hui pour la répétition, parce que vous devez déjà bien connaître ces informations. Donc, le Climate Action Accelerator est une ONG qui est basée à Genève et qui accompagne le secteur des organisations, du secteur de l'aide et de la santé à l'international à décarboner leurs pratiques et leurs activités. Et donc, dans un objectif de vraiment lutter contre le réchauffement climatique, mais pas seulement, également d'autres thématiques environnementales. Ici, vous avez des exemples de nos partenaires qui nous suivent et que l'on accompagne, comme Médecins sans frontières, Alima et d'autres. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un secteur qui est très émissif, qui est le secteur de la construction. Donc selon l'Agence internationale de l'énergie, le secteur de la construction et de la rénovation représente à peu près 38% des émissions de gaz à effet de serre au monde. Donc, c'est un secteur important en termes d'impact climatique. Et pourquoi aujourd'hui nous avons voulu travailler sur les matériaux? Eh bien parce que les différents matériaux ont un impact carbone, une empreinte carbone, une intensité carbone différente. Donc là, vous avez quelques chiffres, la source étant l'ADEME. Et donc, vous voyez que le ciment, le béton ont un impact assez important. Et on considère, dans les derniers chiffres que j'ai pu lire au niveau mondial, que par exemple, le ciment serait responsable d'environ 5 à 10% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Donc, c'est quand même quelque chose d'important, et en particulier la question du ciment, qui est un matériau particulièrement émissif. Sans même parler des autres impacts environnementaux, bien sûr. Alors aujourd'hui, nos intervenants vont vraiment vous présenter la question de la terre crue et puis du TIFA aussi. Alors pourquoi ces matériaux? Eh bien parce que la terre crue
je vais d'abord vous parler de la terre crue. La terre crue est un matériau qui est très peu émissif. Alors, il y a plusieurs types de terre crue, hein. Je pense que Cratère reviendra dessus, et d'autres aussi peut-être. La terre crue à 100%, disons, non stabilisée, et puis de la terre stabilisée à l'aide de liant, donc de ciment et de chaux. Peut-être que Cratère nous expliquera pourquoi il y a cette différence. Mais en tout cas, vous voyez que les émissions carbone sont quand même bien plus faibles, voire même radicalement bien plus faibles que les émissions liées aux autres types de matériaux, et en particulier à du 100% ciment. Donc à droite, vous avez plusieurs techniques de terre. Voilà, il n'y aura pas les mêmes émissions, pas forcément les mêmes impacts, pas forcément les mêmes bénéfices, mais sachez qu'il y a plusieurs techniques. Et Cratère reviendra, je n'en doute pas, avec peut-être aussi Factcel dessus. Et pourquoi le TIFA? Eh bien, le TIFA est une plante aquatique envahissante dans le bassin du fleuve Sénégal, qui progresse d'environ 15% par an. Donc, c'est un problème d'ampleur dans cette région du monde, et qui a un potentiel de valorisation en tant que biomasse très important sur les questions d'énergie, mais aussi sur les questions de construction. Et donc, Tikao reviendra là-dessus pour vous expliquer pourquoi. Alors voilà, donc nos intervenants, nous allons avoir le plaisir d'accueillir Olivier Moll, anciennement chercheur et chargé de programme chez Cratère. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Mariam Si et Odile van der Merem. Excusez-moi si je ne prononce pas correctement vos noms, cofondatrice de Factcel, et puis Ernest Dion, coordinateur de Tikao Sénégal, qui vont intervenir dans cet ordre. Donc, sans plus attendre, eh bien, j'invite Olivier à commencer sa présentation. Bien, bonjour. Donc, le temps que je partage mon écran, voilà, vous me dites si c'est bon, j'espère que ça marche. C'est pas encore en plein écran, mais on voit Voilà, bien. maintenant je suis en plein écran. Super. Alors, merci donc de nous avoir invités à ce webinaire. Donc, Olivier Moll, donc je fais partie de Cratère, qui est une ONG très liée à l'école d'architecture de Grenoble et au laboratoire de recherche architecture, environnement et culture constructive. Et donc, effectivement, on travaille sur la construction en terre depuis beaucoup d'années. Et donc, je vais peut-être pas rentrer dans les détails techniques sur la terre et comment elle est faite, etc., mais plutôt sur l'intérêt de se poser des questions au-delà du matériau, de regarder son impact en fonction de là où on prélève la matière première et de comment on la transforme pour avoir un matériau de construction et comment on la transforme en bâtiment, quoi. Voilà. Donc, je vous présente un outil qui s'appelle IMPEC, qui est en cours d'élaboration, qui sera disponible à la fin de l'année et qui est un outil de sensibilisation, pas un outil quantitatif, mais plutôt un outil qualitatif qui permet aux gens de se poser la question, je veux construire une maison, un bâtiment public, quelque chose à un endroit. Qu'est-ce qui me permet de savoir si mes choix sont pertinents par rapport au réchauffement climatique, par rapport à la lutte contre la pauvreté, etc. Donc, c'est un travail qu'on développe avec deux de mes collaborateurs, Grégoire Pacou et Eugénie Crété, que l'on mène avec une organisation, une ONG française qui s'appelle GRDR, qui travaille en Guinée-Bissau, mais aussi avec Urbasen au Sénégal et avec YAM Solidarité au Burkina Faso, et avec des financements AFD et Fondation Abbé Pierre. Donc là, je reprends des éléments que Marie-Fleur a déjà partagés. Donc, pourquoi regarder les impacts climatiques du secteur de la construction et les impacts sociaux aussi de la lutte contre la pauvreté. Parce que la construction, c'est 13% du PIB mondial, c'est 7% des emplois créés. Donc, suivant les choix que l'on fait, on va créer plus ou moins d'emplois. Donc, lutter contre la pauvreté, donc améliorer la santé des gens, parce qu'ils pourront, l'éducation, etc., parce qu'ils pourront se la payer. Donc, si on crée de l'emploi locaux.
Le logement en lui-même, c'est 30% du budget des familles. Donc, suivant la façon dont on construit, l'entretien qui est nécessaire, l'entretien des bâtiments, etc., on va permettre aux gens d'économiser ou alors d'être dans un cycle de pauvreté permanent. Donc, le bâtiment, c'est un énorme potentiel pour participer contre la lutte contre la pauvreté. Ce que disait Marie-Flore, donc c'est un bâtiment représente dans le monde 30 à 40% des consommations d'énergie finale de la construction, mais aussi ensuite le confort dans ces bâtiments. Hein, rien que la climatisation, c'est 5% des effets à gaz, des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc, si on a des bâtiments qui sont intelligents, qui régulent ou qui permettent d'économiser de la climatisation, ben on est tous gagnants, la planète, nous, notre porte-monnaie, etc. Donc, ben, voilà, c'est intéressant de se pencher sur cela. Le ciment, de nouveau, ce que dit Marie-Flore, 8% des émissions de gaz à effet de serre. Alors, il y a un gros travail des cimentiers aujourd'hui pour diminuer cet impact. Donc, ils font des ciments verts un petit peu qui permettent de réduire cela, mais ça reste quand même un secteur fortement impactant sur le climat. Alors, euh, c'est clair que vous allez le voir dans les présentations qui suivent de mes collègues, il y a depuis les années 1970-1980, il y a une prise de conscience de tout cela. Et donc, du fait que selon nos choix d'architectes, nos choix de constructeurs, on va impacter sur la lutte contre la pauvreté, sur le réchauffement climatique, sur les paysages, sur tout ça. Donc, il y a une vraie prise de conscience ces dernières années sur la nécessité de trouver des alternatives ou de faire des combinaisons de matériaux. Donc, vous avez quelques exemples ici. Alors, en Afrique de l'Ouest, énormément, mais en Amérique latine, en Asie, en France, aux États-Unis, donc partout, il y a des initiatives. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser les matériaux que l'on a sous les pieds pour construire. Alors, c'est la terre, la pierre, le bois, voilà, plein de matériaux bio et géosourcés. Mais il faut quand même ne pas s'arrêter à cette première idée, quoi, de dire parce que j'utilise de la terre ou parce que j'utilise de bois ou parce que j'utilise de la pierre, je suis écologique, je suis créateur d'emplois. Il faut s'intéresser aux produits qu'on utilise et aux processus que l'on met en place pour transformer de la matière première vers des briques vers des murs vers des maisons, et puis regarder aussi, réfléchir à comment tous ces bâtiments que l'on crée vivent leur vie, sont détruits et tout ça. Et c'est l'ensemble de la réflexion sur ce cycle qui va permettre de voir si on est pertinent et cohérent dans nos choix architecturaux. Quand on est dans la carrière, en bas à droite de la diapositive, là, vous pouvez creuser la terre à la main avec des brouettes ou avec des bulldozers ou avec des machines sophistiquées. Et vous voyez bien que pour le même mètre cube de terre pris dans la carrière et amené à la presse, on ne va pas avoir le même bilan carbone si on fait à la main ou si on utilise des machines, etc. On ne va pas avoir le même bilan social en termes de création d'emplois, pas le même bilan en termes de fatigue déjà. Enfin voilà, il y a des équilibres à trouver à chaque fois, mais mes choix de production et mes choix de construction ne sont pas anodins sur les impacts par rapport au climat et sur les impacts de création d'emplois, etc. Pareil, sur les produits, construire en terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire de l'adobe où il n'y a pas de ciment, c'est de l'adobe stabilisé, c'est du bloc de terre comprimé stabilisé. On voit bien qu'on ne peut pas considérer que de dire je construis en terre, ça suffit pour être sûr que mon impact à la fin va être pertinent. Si j'ai du ciment, ben, c'est un peu plus polluant que si j'en ai pas, mais peut-être c'est plus résistant dans certaines conditions, ou moins, ou ceci. Voilà, donc tout ça c'est à voir. Et puis, même si je parle que de terre stabilisée, si je stabilise à 5%, à 7%, à 10%, ben ça n'a pas le même impact sur le climat, ça n'a pas le même impact sur le coût du bâtiment, et etc. Donc, cet outil MPEG sert vraiment à se poser la question d'éviter le raccourci. Je construis en matériaux locaux, donc je suis positif pour la planète et pour les gens qui l'habitent. C'est se dire, je construis un matériau
locaux, ok, mais lesquels? Est-ce que je vais chercher la terre loin? Est-ce que je ne vais pas la chercher loin? Est-ce que je la transforme manuellement, mécaniquement, etc.? Dans quel contexte? Suivant un contexte ou un autre, on n'a pas le même résultat. Voilà, donc c'est pour éveiller les consciences, cet outil, des gens, et qui se posent des bonnes questions pour faire les bons choix. Donc, comment être sûr de nos choix? C'est l'objet de cet outil. Comment les justifier auprès de nos partenaires? Comment convaincre nos partenaires? Comment faire des choix informés? Comment aider les décideurs à faire des choix informés? Alors, l'outil ne va se préoccuper, parce que autrement c'est plus complexe, mais dans un premier temps, va se préoccuper de l'extraction de la terre, sa préparation et la construction. On ne va pas, pour le moment, parler de l'utilisation, de l'entretien, de la fin de vie et du recyclage. Mais ça viendra. Et puis la conservation, la rénovation. Donc, l'outil s'intéresse à ça. Et donc, voilà ce qu'il permet d'obtenir, c'est par rapport à un modèle constructif choisi dans un endroit, ici ce sont les bâtiments du GRDR à Kanchongo, en Guinée-Bissau. On a un coût au mètre carré, on a un pourcentage de l'investissement total qui est investi dans la création d'emplois locaux, on a des émissions de CO2 et on a des mégajoules d'énergie consommée pour un bâtiment. Donc voilà, donc on peut avec cet outil-là avoir une idée de ces éléments pour ce bâtiment s'il est fait ici en Bauge et en Adobe. On peut avoir des résultats s'il est fait en BTC, s'il est fait en bloc ciment, s'il est fait en brique cuite, etc. Donc on peut comparer et avoir une idée des résultats. Donc, et juste quelques exemples, hein, puisqu'on va parler dans le détail. Ben voilà, si on a des adobes qui sont transportés sur 100 km pour faire un bâtiment à un endroit donné, on voit que le coût du bâtiment devient plus cher que des BTC qui seraient faits sur place, en creusant la terre sur place. Bon, c'est un exemple pris sur un site donné au Sénégal. Hein, voilà. Et on voit que c'est un peu, peut-être que même l'aglo creux en ciment serait moins cher. Donc voilà, c'est pour tuer un petit peu les idées reçues. Le matériau locaux, oui, mais pas n'importe lequel et pas n'importe où. On voit qu'en position de réchauffement climatique, ça reste intéressant l'adobe même si on va chercher l'adobe à 100 km. Par contre, utilisation d'énergie non renouvelable, non, parce que c'est surtout du camion et de l'essence qu'on utilise pour transporter la terre. Donc voilà un exemple. L'impact de la qualité du ciment, hein, si on a du ciment de bonne qualité, du ciment de mauvaise qualité, ciment de mauvaise, voilà. Donc, est-ce que notre résultat est toujours pertinent? Et puis, la dernière dia, c'est pour dire, au Sénégal, à Thiès, si on compare exactement les mêmes systèmes constructifs, on pourrait peut-être avoir l'intérêt de travailler plutôt éventuellement en aglo creux, donc en ciment. Hein, donc c'est pour juste tuer l'idée reçue que matériaux locaux égale automatiquement projet intelligent. Par contre, si on est sur un village à Kédougou, là, on voit très bien que l'utilisation des matériaux disponibles localement amène une grande pertinence au projet. Donc voilà, tout l'objet de ma présentation, c'était de dire ne partons pas avec des idées préconçues, réfléchissons à ce que l'on fait, analysons un tout petit peu les impacts de nos choix, et comme ça, on fera des décisions informées et on aura un résultat cohérent. Et après, je suis disponible pour répondre à toutes les questions techniques que vous auriez sur la Terre, etc. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci, Olivier. Eh bien, nous allons passer à la présentation de Mariam et Odile, qui sont cofondatrices de FACT Sahel et qui travaillent beaucoup dans cette région. Oui, bonjour. Merci beaucoup à Climate Action Accelerator de nous avoir invités. Aujourd'hui, Mariam et moi allons vous parler du réseau FACT Sahel+, construire en terre au Sahel aujourd'hui. Donc on vous emmène
dans un climat particulier, on insiste sur le fait que notre réseau ne se limite pas à des frontières, mais se relie vraiment à travers différents pays, de par une situation commune de climat, de contexte socioculturel, d'environnement, de matériaux disponibles. Et c'est un réseau qui est formé d'experts, des architectes, des maçons, des artisans, des entrepreneurs, des ingénieurs, spécialisés dans la construction en terre crue. Donc c'est ce qui nous relie, c'est la terre comme un vecteur, pas une solution en soi comme Olivier l'a dit, mais c'est le matériau qui nous fait vibrer, qui est notre passion dans notre métier et qui nous relie. Parce que d'une part, ce matériau, simplement en le manipulant ou son impact sur l'environnement, dans le cas du Sahel, dans de nombreux cas, si on l'utilise de manière crue et non transformée, comme beaucoup d'exemples qu'on va montrer par la suite, peut vraiment être repris, construire et après le cycle de vie du bâtiment, le démolir, le rendre à la terre. Comme par exemple cet exemple-ci à Koulikoro d'un bâtiment sur 2 étages qui a intégré aussi tous des aspects bioclimatiques. Donc ça, c'est notre raison d'être. Et également ces bâtiments de la voûte nubienne. On a voulu montrer avec la création du réseau Factsail Plus que c'était un matériau qui s'inscrivait totalement au même titre que d'autres façons de construire dans le secteur du BTP d'aujourd'hui. Comme on peut le voir sur des exemples comme vous pouvez le voir à l'écran, qui n'ont rien à envier à d'autres types ou manières de construire de façon contemporaine, qui répondent aux besoins de tous aujourd'hui dans tous les contextes. Pour cela, nous avions organisé un concours en 2018 qui nous a permis de rassembler tout autour du Sahel, donc du Sahel Plus, comme on l'appelle, tout un patchwork de bâtiments qui peut vraiment montrer aussi bien qu'on peut faire des écoles, des hôtels, des classes, des habitats individuels, des hôpitaux, et pour montrer qu'en fonction de chaque situation où on se trouvait, on pouvait développer des techniques qui étaient respectueuses de l'environnement et de pratiques sociales, culturelles, et qui donnaient de l'emploi également. Vous voyez, je vais passer quelques exemples ici qui nous sont arrivés lors du concours, comme l'hôtel du Jolof à Dakar, qui a été construit en BTC sur 3 niveaux, sans poteaux en béton, avec des chaînages en béton, donc à chaque niveau. Donc encore une fois, il s'agit d'allier et de mettre les bons matériaux à la bonne place et d'utiliser la terre crue avec tous les avantages qu'elle peut amener, de confort hygrométrique, de régulation de la température, et aussi d'utiliser des matériaux de nos jours pour faire des alliances qui permettent des performances en fonction qu'on soit en ville et qu'on ait moins de place comme ici, ou dans le cas du lycée Sangha, qui a été réalisé par Levs et Ahmed Guediara à Mopti, au Mali. Ici, ce sont des salles de classe qui font 10 mètres de large, d'envergure. Un hôtel ici qui avait participé, qui se trouve au Sénégal. Donc, c'est toujours encore, ici, c'est à Bamako, c'est vraiment pour vous montrer l'aspect diversifié des constructions en terre crue. Ici, c'était de la construction en BTC, briques de terre comprimées. Un exemple que je vous ai montré tout à l'heure rapidement, c'est de l'adobe. Ici, on est dans de la terre crue sur 2 niveaux. Et le maître d'ouvrage, donc le constructeur, a eu cette idée vraiment à travailler avec les maçons qui habitaient juste en face du fleuve. Donc les adobes étaient vraiment... les maçons traversaient le fleuve, venaient faire les pirogues, venaient en pirogue faire les adobes sur place, construisaient, et il a allié à certains endroits spécifiques le béton armé pour faire les dalles et monter ainsi sur 2 étages.
Il a enduit ses murs en beurre de karité, ce qui lui permet de devoir entretenir les bâtiments tous les 7 ans. Et encore seulement les façades les plus exposées au vent. Donc, vous voyez un petit peu les dessins qu'on avait préparés. Et une maison particulière ici, qui a utilisé une technique mixte. Elle utilisait les remplissages en remplissant en bloc en adobe dans une structure en béton, toujours en fonction du contexte dans lequel on se situe. Ça, c'est une technique plus particulière au Maroc. C'est un habitat bioclimatique autonome réalisé, comme vous voyez ici en bas, avec la technique de super adobe, donc de la terre qui est insérée dans des sacs avec lesquels on peut faire donc des dômes et des formes plus organiques. Et la technique du pisé, un projet toujours au Maroc, qui est une autre des techniques qu'on utilise et qu'on a voulu montrer dans le Fact Sahel. Je passe la main à Marie Amsi. Ok, merci Odile. Bonjour à tous. Odile a un peu montré les belles images et un peu les projets sur lesquels on essaie de communiquer. Mais le FACT, comment ça fonctionne exactement? Oui, Odile, tu peux passer. Voilà. Le FACT était un réseau, donc un réseau d'experts de différentes professions, architectes, ingénieurs, maçons, différents ouvriers du bâtiment qui s'intéressent aux matériaux locaux, à la préservation de l'environnement. Donc, nous essayons au sein du FACT de mettre toutes ces personnes-là en réseau et d'offrir des services et de mettre en place des actions. Donc, parmi les services que nous offrons, c'est justement de mettre en avant ces particuliers pour tous les maîtres d'ouvrage qui peuvent qui peuvent avoir besoin de ces services d'experts de ce domaine-là, de pouvoir leur donner accès à ça. Et aussi, pour les experts, nous voulons être un réseau qui permet donc à ces différents experts-là de partager leur savoir-faire et aussi d'être connus, d'être connus de tous les maîtres d'ouvrage qui souhaiteraient faire un projet ou autre en matériaux locaux. Alors, donc, voilà, notre objectif, c'est vraiment de travailler avec des experts qualifiés et passionnés. Pour cela, nous avons des outils et nos différents outils sont donc une exposition qui reprend en fait les différentes images que Odile vient de vous montrer, qui sont en fait une 50aine de projets qu'on a reçus suite à l'organisation d'un concours Terra Award Sahel, qui a repris un peu différents projets dans le Sahel et au-delà, dans les limites, dans les frontières un peu plus du Sahel, pour montrer un peu ce qui est fait en architecture de terre ou en matériaux locaux, mais de manière moderne et sur différents types de projets. Donc, ça va du résidentiel aux équipements comme des écoles, des hôtels et tout. Donc, voilà, pour nous, cette exposition avec ces projets-là était un bon moyen de sensibilisation et de diffusion d'informations sur les techniques constructives que nous voulons promouvoir. Et on a aussi des ateliers découvertes durant lesquels on met en place un peu des expériences autour du cycle de la Terre, des workshops, des démonstrations à destination des enfants, des adultes, et voilà, pour un peu expliquer ce que c'est que ces matériaux-là, notamment la terre, et pour qu'ils comprennent comment ça fonctionne et pour qu'ils puissent se poser les bonnes questions au moment de faire leur projet. Ça rejoint un peu ce que Olivier expliquait, qu'il faut utiliser les matériaux de manière intelligente, pas juste les utiliser pour les utiliser, et pour cela, il faut les comprendre et savoir comment les matériaux fonctionnent. Et évidemment, on essaye aussi d'inculquer ça aux enfants à travers différentes activités, des ateliers, des workshops avec des enfants pour leur apprendre à faire des petites cabanes en terre, un spectacle de danse, par exemple, au Festival Bogoja,
où l'idée, c'était d'expliquer que nous venons de la Terre et que nous retournons à la Terre, et qui expliquait un peu de manière très poétique notre lien à la Terre. Oui. On a donc le livre aussi comme outil qui reprend un peu tous les projets donc, du concours Terra Award et on a édité et qui est disponible à la vente et qui a aidé aussi beaucoup à faire connaître le réseau. Et on a réalisé des clips aussi, des clips 360 qui en fait des clips réalisés dans des maisons, dans des bâtiments quelques bâtiments qui ont été lauréats du concours Terra Award et qui permettent de se balader dans les maisons avec juste un casque de réalité virtuelle. Et pour nous, c'était aussi une manière de faire le lien entre notre engagement et le numérique, et aussi, évidemment, encore une fois, de toucher un public plus jeune, parce que nous sommes convaincus que c'est par eux que le changement peut s'opérer. Alors, il y a aussi, en termes d'outils, on a aussi un annuaire donc, qui reprend en fait tous les experts qui sont membres du réseau et qui est disponible donc pour les différents maîtres d'ouvrage qui seraient intéressés en fonction du profil qu'ils recherchent. Voilà, donc nous, on reçoit un peu les demandes et en fonction de notre réseau, on met en contact, en fonction des experts demandés, on met les maîtres d'ouvrage en contact avec les experts qui sont membres du réseau. En termes d'outils, on a aussi l'application qu'on est en train de développer, qui n'est pas encore opérationnelle. On cherche des financements pour pouvoir le rendre opérationnel. Donc, l'application serait en fait un outil qui va être un moyen pour les gens, de manière générale, les maîtres d'ouvrage, de renseigner les informations concernant leur projet, notamment le lieu, le type de projet que c'est, le budget et tout, pour nous permettre de mieux comprendre leur projet et de mieux les diriger vers les techniques concernées, différentes techniques, et aussi les mettre en contact avec les différents experts. Donc, voilà. Et donc, nos actions, comme j'expliquais, sont vraiment sur une palette assez large. Donc, ça va de la sensibilisation à la formation, à la recherche, quand on peut, en faisant des workshops avec des cas pratiques. Et on est un réseau qui reprend aussi beaucoup de profils institutionnels, des associations, des écoles et tout. Donc, on essaie vraiment de partager entre nous le maximum d'informations pour être sûr que la connaissance empirique déjà qui existait au sein du Sahel depuis des millénaires, et aussi toutes les recherches qui sont en train d'être faites aujourd'hui sont partagées au sein du... Donc aujourd'hui, en termes d'impact, pour nous, en fait, on a commencé à une dizaine de personnes en 2010, et on estime avoir touché au moins 5000 personnes à travers nos différentes activités et nos publications sur les réseaux sociaux et nos différents échanges au sein du réseau. Donc, parlant d'autres chiffres, nous estimons à 10 000 personnes informées sur nos activités, 3 000 livres donc, vendus au Sahel et en Europe, 1500 visiteurs de chantier, des différents chantiers, 300 jeunes initiés, 70 apprentis formés, des maîtres d'ouvrage potentiels. Là, il y en a même un peu plus que 40 parce qu'on reçoit beaucoup de demandes de différents maîtres d'ouvrage par mail ou sur le site. On a 100 entrepreneurs sollicités, une centaine, donc 4 outils didactiques dont j'ai parlé précédemment, une profession qui s'organise et un futur en construction. Oui. Et voilà, donc pour nous, c'est le FACT. On pourra en parler plus en détail par après. Pour nous, le FACT, c'est un réseau qui fédère et un réseau qui informe. Je vous remercie de votre attention et on reste à votre disposition pour toute information complémentaire. Merci.
Merci beaucoup, Mariam, et merci, Odile. Et puis, entre Cratère et Fact Sahel, j'ai l'impression que vraiment vous êtes des organisations, des structures qui avaient une expertise très forte en la matière et très forte en Afrique de l'Ouest. Et je pense que les participants ici, qui représentent aussi des organisations de l'aide et de la santé à l'international, euh, pourraient prendre contact avec vous directement s'ils souhaitaient investiguer ces options en matière de terre crue, parce que j'ai vraiment l'impression que vous êtes solide et que vous avez plein d'experts dans plein de pays différents vers qui se tourner. Donc ça peut être vraiment intéressant. J'encourage vraiment les partenaires ici présents à ne pas hésiter si vous voulez creuser la question de la terre crue avec Fact Sahel et Cratère. Merci encore, Mariam, Odile et Olivier. On va passer Merci beaucoup. Merci. On va passer à la présentation de Ernest Dione, qui travaille chez Tikao, coordinateur de Tikao Sénégal, et qui va nous parler du TIFA. À toi, Ernest. Et peut-être avant qu'Ernest ne commence, si vous avez des questions, if you have any questions, even in English, si vous avez des questions en français ou en anglais, on prend les deux, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Et puis comme ça, on pourra animer la session questions-réponses après. Donc des questions pour Fact Sahel, des questions pour Cratère, des questions pour Ernest, Tikao, et puis même éventuellement pour nous, Climate Action Accelerator, si vous le souhaitez. Merci beaucoup. C'est à notre tour de remercier Climate Action Accelerator pour nous avoir invités à ce webinaire pour partager les connaissances que nous avons développées dans le cadre de TICAO et bien d'autres projets concernant les matériaux de construction et l'adaptation justement des constructions à la problématique du changement climatique. Et donc, vous m'avez présenté comme coordinateur du TICAO au Sénégal. TICAO, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le TIFA Construction Combustible en Afrique de l'Ouest. C'est une végétale sur laquelle je viendrai tout à l'heure, qui a développé 2 phases et le TICAO a été bâti à partir de 2 projets qui se sont développés au Sénégal et en Mauritanie. En Mauritanie, où ils développaient à partir du TIFA, du matériau combustible, et au Sénégal, où nous avons utilisé le TIFA essentiellement pour développer des matériaux de construction. Et donc, à la fin de ces 2 projets, on a monté le TICAO qui bénéficie d'un financement du Fonds français pour l'environnement mondial. Et donc, c'est pourquoi dans ce travail-là, je vais vous parler de l'utilisation des fibres végétales pour adapter les bâtiments au contexte du changement climatique. Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe? On est toujours sur la première slide, là, Ernest. Oui, ça ne bouge pas, je ne sais pas. Voilà. Ah, c'est bon, ça bouge. Merci. Donc, le sommaire, je vais très rapidement parler du statut du bâtiment dans un contexte du changement climatique, parce que pourquoi nous préoccupons-nous du bâtiment? Des généralités sur le TIFA en tant que ressource, des systèmes constructifs associés à cette utilisation de ce TIFA et des barrières qui se dressent à nous. Je pense que beaucoup l'ont dit tout à l'heure. Vous voyez dans le premier graphique qui est, je ne sais pas, à votre gauche ou à votre droite, vous avez les sources sources des émissions de gaz, essentiellement, et qui est lié au bâtiment, notamment le charbon, les sources fossiles, le gaz, le nucléaire, etc. Ça, ce sont les sources d'émissions de gaz qui sont aujourd'hui décriées dans le cadre du changement climatique. Et à gauche, vous avez un autre graphique qui vous donne des projections de la contribution de ce qu'on appelle le carbone incorporé ou emboyé carbone, et par rapport au carbone opérationnel. Vous voyez, c'est 2 types de carbone qu'il faut distinguer, et peut-être même, je dirais, il y a un 3e type de carbone pour lequel on ne parle pas beaucoup et qui est extrêmement important, ce qu'on appelle le carbone stocké. Vous voyez de l'évolution qu'on risque d'avoir. Le carbone emboyé du carbone, c'est le carbone qui est émis depuis l'extraction à la carrière jusqu'à la production des matériaux de construction, jusqu'à sa réutilisation en tant que recyclage. Et vous voyez que dans les projections mondiales, ce carbone est appelé à croître de 25 à 49%.
Et c'est ça où se trouve le problème au niveau du bâtiment. Un autre élément qui est donné extrêmement important, c'est les impacts de ces matériaux sur les émissions. 1 tonne de ciment, 1 tonne de CO2. Vous voyez l'acier, 1,8. Le verre, 1,2. Et ce sont ces choses-là qui vont réfléchir. Et à côté, vous avez un tableau qui donne les différentes phases depuis la construction du bâtiment, que ce soit des émissions en termes d'émissions directes et indirectes. Et vous voyez toujours que c'est la production des matériaux qui est le principal problème au niveau du bâtiment. Et malheureusement, c'est maintenant justement que la communauté internationale commence à comprendre maintenant que ce n'est pas l'énergie qui provient du climatiseur ou de tel qui est le problème, même si c'est un problème, mais l'essentiel du problème se trouve au niveau du matériau, etc. Un peu de généralité sur le TIFA en tant que ressource. Vous avez ici un champ de TIFA. C'est une plante envahissante, comme vous l'avez présenté tout à l'heure, qui pousse, qui est très connue sur le long du fleuve Sénégal. Sur la rive gauche du côté Sénégal, vous avez 80 000 hectares infectés de TIFA. Et sur la rive droite du côté Mauritanie, vous avez une 50 000 hectares infectés. Pour parler de ce TIFA qui fait tellement, qui attire beaucoup de gens aujourd'hui, c'est une plante pérenne qui peut faire jusqu'à 4 mètres de hauteur, avec un cycle de reproduction qui part asexué et asexué. Ça, c'est très important, parce que c'est ça qui fait le caractère proliférant, qui fait que la plante est invasive ou prolifique. Elle est difficile à tuer, elle n'est pas utilisée beaucoup que ce soit par les animaux, à moins d'être transformée. Donc, le TIFA, c'est ça le TIFA. Et vous voyez la composition, et il y a des feuilles qu'on appelle communément, vous avez les feuilles et vous avez une massette ou fleur. Et à côté de cette massette, vous verrez que quand on décortique la massette, ça contient à peu près, une massette pareille peut contenir jusqu'à 300 000 microfibres qui sont intéressants pour armer les matériaux, mais aussi qui sont intéressants pour produire d'autres matériaux de construction. À côté de cela, vous avez la tige qui est rigide et pleine et qui sert toujours d'armature quand on la transforme en tant que fibre pour utiliser dans la production de matériaux. Et quand vous coupez la feuille, vous avez une structure alvéolaire que vous avez tout à fait en bas. Et c'est justement cette structure alvéolaire qui explique le rôle d'isolation que joue en plus d'armature le TIFA en tant que matériau de construction. Comme type de matériau, on peut faire plusieurs choses en mélangeant le TIFA à de l'argile, parce qu'on veut être précis. Le TIFA, la fibre du TIFA avec l'argile qui servira de colle. Et c'est ça qui peut donner. On peut en faire des agglos que vous avez eu, qui sont très, très importants avec des caractéristiques assez intéressantes. On peut produire de la brique de terre compressée ou comprimée, comme des BTC, en mélangeant de la terre et des fibres à base de TIFA. On peut produire des adobes qui sont totalement très peu transformés parce que ça n'utilise même pas de la presse, en mélangeant de terre, de l'argile avec des fibres de TIFA. Et ça, c'est ces matériaux qui étaient connus de tout temps par nos ancêtres. C'est simplement une découverte. Et un autre type de matériau qu'on peut avoir et qui est intéressant dans la construction des bâtiments, c'est le ourdi, pour faire justement les dalles. Et en fabriquant ces ourdis, on peut déjà prévoir le passage des fils, etc., ou bien de la tuyauterie, etc. D'autres types de ourdis, etc., ou bien des panneaux épais. Et ces panneaux épais peuvent jouer le rôle d'isolant, surtout des façades verticales qui sont exposées au soleil en cas d'isolation par le mur. Le système constructif associé à l'utilisation du TIFA, vous avez des exemples de panneaux type sandwich. À l'intérieur de ce panneau, vous avez des fibres écrasées de TIFA qui sont déjà broyées, enveloppées dans du papier. Et ces panneaux sont extrêmement solides qui permettent même aujourd'hui de monter des bâtiments. Et au Sénégal, au niveau du centre de formation au métier de BTP, où nous avons pu monter un bâtiment, 2 pièces, dont en dehors de la dalle où se repose le bâtiment, des murs, des faces, en tout cas des parois verticales jusqu'à
Jusque-là, tout est fait à base de panneaux, à base de TIFA sandwich. Et ça, malheureusement, on n'a pas encore l'usine pour le produire. On a dû prendre du TIFA pour des besoins d'expérimentation et faire fabriquer en Allemagne de ces types de panneaux, comme quoi pour démontrer que c'est possible d'avoir ce genre de produit. Autre type de système constructif, vous pouvez réaliser des toitures en tuiles avec des panneaux tressés de TIFA seul, comme ce que vous avez à droite. Et à côté, vous avez un bâtiment modèle que nous avons réalisé dans le cadre de l'aboutissement des recherches que nous avons fait dans le cadre du premier programme PNEP-TIFA, qui est un bâtiment de stockage, parce que tout ceci, nous l'avons réalisé dans le but de trouver des solutions aux problématiques qui se posent à la construction en Afrique et particulièrement et au Sénégal particulièrement. Ça, c'est un bâtiment de stockage. À part l'ossature, là où repose le bâtiment, parce que nous sommes dans un terrain où le sol est très mauvais, à part cette partie qui est en ciment béton, rien n'est, tout est réalisé à partir d'adobe terre TIFA et avec une bardage, avec des panneaux TIFA pour mieux isoler. Et je pense que ça répond à des contextes, c'était pratiquement de stockage qui peut permettre de garder des produits horticoles, même aujourd'hui, dans certaines conditions, de réaliser des bâtiments sanitaires qui ont besoin d'une certaine température. Et je reviendrai là-dessus. Pour d'autres types, vous avez des dalles perdues que nous réalisons à part de panneaux tressés de TIFA, ou bien à partir des matériaux terre TIFA, nous pouvons faire du remplissage. Vous avez un autre exemple avec des blocs terre TIFA, avec des enduits fibrés, et vous avez des modèles où vous avez une isolation de l'extérieur à partir des panneaux de terre TIFA, surtout pour les façades verticales qui sont exposées au soleil, ou bien du remplissage justement avec des blocs légers terre TIFA, parce que ce ne sont pas des blocs qui portent le bâtiment. Ici, un autre exemple où nous avons voulu apporter une solution aux problèmes auxquels est confronté le monde, c'est la réalisation d'une salle de classe. Au Sénégal, en tout cas, pour le contexte que je connais le plus, nous avons un très grand déficit de salles de classe. Le gouvernement a de la difficulté à résorber ce déficit à partir des modèles de construction que nous avons aujourd'hui. C'est une salle de classe qui répond tout à fait aux normes, et d'ailleurs mieux que les normes de ce que nous pratiquons, aux mêmes dimensions, avec une ventilation totalement traversante, et ce qui répond à une question que se posent les gens qui travaillent pour des structures sanitaires ou d'autres, c'est-à-dire les conditions intérieures des bâtiments, que les matériaux ne peuvent pas résoudre forcément. C'est d'abord une conception, ensuite une utilisation optimale des matériaux performants comme les matériaux biosourcés. Vous avez une salle de classe avec une ventilation totalement traversante qui crée des conditions assez intéressantes. Avec l'utilisation de ce genre de matériaux, nous avons constaté que vous avez un très bon confort acoustique à l'intérieur de cette salle. Avec la toiture, le faux plafond en panneau de TIFA, c'est ça qui fait le confort acoustique, avec un choix d'éclairage et un choix éventuellement de pouvoir évacuer, éventuellement, parce que dans tous les cas, la chaleur va rentrer, de pouvoir évacuer la chaleur qui arrivera en fin de soirée dans cette salle de classe. Vous voyez cette salle de classe, c'est un modèle de 8 heures jusqu'à 17 heures la durée en tout cas, vous n'avez pas besoin d'éclairage quasiment parce que vous avez une lumière naturelle, vous avez de la ventilation traversante, vous avez un très bon confort acoustique parce que ce que vous ne voyez pas, en plus, vous avez une surtoiture qui permet d'avoir véritablement une ventilation de la chaleur qui arrive avant que ça n'arrive pénètre dans la salle. Et en bas aussi, vous avez une surélévation de la dalle qui crée un vide sanitaire. Je n'ai pas pu vous le montrer. À côté, vous avez aussi un modèle de la manière dont on peut utiliser dans le bâtiment ces types de matériaux, que ce soit en façade, que ce soit en dalle, etc., et même pour faire des enduits. Pour terminer, les barrières. Quand même, il y a des barrières à l'utilisation, parce que ce qu'il faut dire, je pense aujourd'hui, on s'est appesanti particulièrement sur les matériaux, mais ce n'est pas seulement les matériaux qui règlent le problème. Il y a les matériaux, tels qu'on le dit, des matériaux locaux bien choisis,
On insiste beaucoup sur les biosourcés parce que ce sont des matériaux très peu transformés et qui, en plus, stockent du CO2. Surtout quand vous avez une plante comme le tufa à croissance rapide, vous avez une quantité de CO2 qui est stockée, qui peut rester aussi longtemps stocké le bâtiment pendant toute la durée de vie du bâtiment. Mais à côté de cela, quand même, il y a des barrières qu'il faut reconnaître. La première barrière, ce sont les barrières techniques. La mécanisation de la récolte d'une telle plante comme le tufa. Pour ceux qui connaissent le plan, ce n'est pas facile aujourd'hui. Nous sommes en train de développer de la recherche pour un peu mécaniser, pour optimiser les coûts, bien sûr. Mais à l'heure actuelle, la seule technique de récolte que nous avons aujourd'hui, c'est la récolte manuelle. Deuxième élément, le produit et sa mise en œuvre obéissent quand même à des normes qui n'existent pas encore. Parce que je pense que beaucoup le connaissent, les matériaux biosourcés, en tout cas, ce sont des matériaux quand même qui ne sont pas encore bien normalisés, même si de part et d'autre, on est en train de développer soit des guides de bonne pratique ou bien des règles professionnelles pour pouvoir quand même, qui vont préfigurer la mise en place de normes. Deuxième élément, c'est le suivi des vieillissements. Que deviennent ces matériaux quand ils vieillissent à l'intérieur du bâtiment? Est-ce qu'on conserve la même performance pour le caractère isolant, les mêmes caractéristiques, la même performance pour le confort qu'il procure? Ce qu'on ne sait pas, il y a des recherches qui sont aujourd'hui en cours dans ce domaine-là. Deuxième type de barrière, c'est les barrières financières. C'est qu'il n'y a pas encore de mécanisme de financement approprié pour accompagner ces genres d'innovation. Parce que quoi qu'on dise, les matériaux biosourcés constituent encore une innovation. Vous avez des blocages culturels, et d'ailleurs c'est une barrière que j'évoquerai, sur laquelle je veux recueillir. Mais en tout cas, ça, je pense, le financement, parce que ce n'est pas aujourd'hui de plus en plus, même si aujourd'hui la tendance montre que les institutions financières deviennent de plus en plus attentives à ce type de construction, à ce type de matériaux, il y a encore un problème au niveau du financement, surtout quand vous voulez faire recours à ce type de matériaux. Le marché. Pour développer ce genre de marché de matériaux qui sont considérés comme innovants, il faut de l'incitation financière quelque part. Il faut aussi travailler sur les politiques d'achat public préférentiel. Il faut aussi des mesures d'organisation des filières. Parce qu'une chose est de dire que je développe des matériaux TIFA, une autre chose est de la rendre encore disponible en quantité et à un prix abordable. L'autre barrière, dernière barrière que je voulais évoquer, que je n'ai pas inscrite ici, c'est la barrière culturelle. Que ce soit la terre, que ce soit les matériaux TIFA, vous voyez qu'aujourd'hui, même si dans le temps, quand vous faites l'histoire de la construction, vous voyez que nos parents déjà utilisaient ces matériaux. Mais après, ça a disparu avec l'importation de tous les matériaux nouveaux comme le ciment, l'acier et le verre. Et aujourd'hui, donc, c'est une certaine redécouverte. Et face quand même, cette redécouverte se heurte à un certain nombre de blocages. Et parmi ce blocage, c'est le facteur culturel. Parce qu'aujourd'hui, certains continuent à assimiler ce genre de matériaux à des matériaux réservés aux moins nantis. Et je pense que ça, c'est un travail que nous menons, une bataille que nous menons depuis plus d'une dizaine d'années. Les mentalités changent, mais il y a encore des réticences à l'utilisation de ces matériaux. Parce que très souvent, on a cité tout à l'heure le Jolof, il y a d'autres types de bâtiments qui sont réalisés aujourd'hui, que ce soit des bâtiments de stockage, que ce soit des bâtiments marchands ou de bâtiments qui servent comme d'hôtel. Mais c'est des gens convaincus qui sont encore lancés dedans. Et pour créer le marché, il faut encore travailler à plus de convertis. Je vous remercie. Je reste à votre disposition pour d'éventuelles questions pour ne pas dépasser le temps qui m'est imparti. Je vous remercie. Merci. Merci infiniment, Ernest, pour cette présentation très claire et qui évoque aussi des points qui reviennent très souvent avec les partenaires, les organisations de l'aide et de la santé à l'international, les enjeux opérationnels. Donc, merci d'avoir abordé notamment les barrières financières, les barrières normatives, culturelles et les barrières des matériaux, du matériau en lui-même, puisque ce sont vraiment des questions que se posent les opérationnels du secteur. Merci encore d'avoir abordé ces points et puis aussi d'avoir évoqué
la question de l'approche du bâtiment. Quand on considère un bâtiment, il y a la question des matériaux, mais il y a aussi la question de la ventilation, la question de l'éclairage, du positionnement du bâtiment, la question de la surtoiture. Voilà, c'est une approche globale qu'il faut avoir, à mon avis, et comme tu l'as évoqué, Ernest, sur les bâtiments, que ce soit en nouvelle construction ou en rénovation. Et peut-être, puisque tu l'as évoqué, je me permets un petit coup de pub sur les surtoitures. Pour ceux qui n'auraient pas assisté au webinaire sur les toitures, le Climate Action Accelerator a organisé un webinaire sur les toitures et surtoitures en juin dernier. Et donc, on vous invite à regarder le replay qui est disponible sur notre site internet, si toutefois ça vous intéresse. Et c'est complémentaire avec tout ce qu'ont mentionné nos intervenants aujourd'hui. Alors, on va passer, merci encore Ernest. On va passer à la partie questions-réponses. Donc, j'invite les intervenants qui le souhaitent à rallumer leur vidéo pour que tout le monde puisse vous voir. Pour ceux qui auraient assez de bande passante, hein, bien sûr. Alors, on va commencer quand même sur le TIFA, puisqu'on était sur le TIFA. Il y a quelques questions un petit peu dans le chat. Et puis, j'invite les participants à continuer à poser des questions. Alors, question sur le TIFA. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Quel est le comportement au feu du TIFA? Et puis ensuite aussi, j'ai vu sur les questions des insectes, des termites, etc. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Ernest? Puis il y aura la même question, je pense, pour la Terre. Merci beaucoup. En fait, voilà, cette question, je ne l'ai pas évoquée parce que je ne peux pas évoquer toutes les questions, mais c'est une question qui est revenue tout souvent. La question du comportement au feu. Il y a deux notions, souvent malheureusement, que nous confondons. Le TIFA, la résistance au feu et le comportement au feu. Le TIFA n'est pas résistant au feu, ça brûle, parce que c'est une matière végétale. Ça, c'est sûr. Le TIFA, par contre, au point de vue comportement, soit quand vous l'utilisez en toiture, les toitures, quand on fait de la chaume antifa, ce que je n'ai pas pu vous montrer, et pourtant j'en ai plein d'exemples, c'est des toitures qui sont où on comprime, le TIFA est fortement comprimé, au point qu'à l'intérieur de la toiture, il n'y a pas d'oxygène. Ces champs de toiture, quand vous mettez de l'eau, quand il arrive un feu, se déclare, les toitures font à peu près jusqu'à 30 cm. Quand un feu arrive, ça couvre. Ce n'est pas du feu qui fait une boule de feu tout comme ça. Ça couvre, ça fait beaucoup de fumée et c'est ça qui est intéressant parce que c'est pourquoi les mesures qui ont été faites ont montré que les toitures en chaume de TIFA ou les matériaux à base de TIFA ont un excellent comportement au feu. C'est-à-dire qu'ils donnent suffisamment du temps aux occupants de ces locaux quand il arrive un incident lié à du feu pour pouvoir évacuer les locaux. Je pense que c'était assez clair. Le TIFA est combustible, mais les matériaux, les chaumes, que ce soit les chaumes en TIFA ou les matériaux terre TIFA, donnent un excellent, en tout cas, comportement au feu. Les tests que nous avons pu réaliser, en tout cas, sont satisfaisants. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que vous les retrouvez utilisés en Europe. Pour ce qui concerne les insectes, en tout cas, c'est là où il faut être vigilant, puisque pour ce qui concerne les chaumes antifa, on a des bâtiments en chaume antifa qui datent de plus de 15 ans au Sénégal. On n'a pas particulièrement observé l'invasion d'insectes. Pour ce qui concerne, par contre, les matériaux TIFA, les termites, etc., en tout cas, les tests que nous avons réalisés et qui continuent font que le TIFA, quand vous le jetez par terre dans des conditions d'humidité extrêmement intéressantes, ne sont pas facilement attaqués par les termites, mais finiront tôt ou tard, au bout de plusieurs temps, attaqués. Quand ils sont incorporés dans les matériaux et qu'il y a un enduit, il n'y a aucun risque qu'il y ait impact avec que les insectes les attaquent. Donc, il n'y a pas en ce moment, en tout cas pour le moment, on a des démonstratifs, on a des bâtiments qui sont réalisés, on n'a pas encore constaté des problèmes avec les insectes. Et mais on continue de faire une observation.
Merci Ernest pour cette réponse très précise. Est-ce que les intervenants sur la terre crue veulent commenter aussi sur la question des dégâts par les insectes ou du feu? Ou est-ce que ça n'est pas un sujet, peut-être? Si, c'est un questionnement assez régulier, mais la réponse est celle qu'a dit Ernest, quoi. Je pense que partout, bon, déjà, il y a une multitude de formes de production, de construction, de matériaux en terre, etc. Et bon, ils ont chacun leur comportement propre. Et ensuite, il y a des solutions techniques à tous ces problèmes, quoi. Donc, ben voilà, c'est comme tout, quoi. Il faut savoir quel est le problème que l'on veut traiter et trouver la façon de répondre à ce problème. Alors, soit dans la technologie d'aujourd'hui, soit dans les savoir-faire qui existent depuis très longtemps aux endroits où les gens subissent ces attaques, ces problèmes, quoi. Et ont déjà trouvé des solutions dessus. Donc, voilà, j'ai pas de... Il y a des endroits où vraiment l'infection des termites est un problème, mais elle touche tout type de bâtiment. Béton aussi, parce que la charpente est en bois, ou les huisseries, ou ceci, cela, ça passe partout, quoi. Voilà, donc je dirais que c'est pas un problème à négliger, mais c'est un problème que les gens savent traiter. Allô? Merci. Puisqu'on parle des dégâts, on a parlé du dégât du feu, on a parlé dégâts des termites. On va continuer sur les dégâts puisqu'on parle des dégâts, pardon. J'ai noté aussi qu'il y avait peut-être un risque d'éboulement un peu plus important des structures en terre crue. Est-ce que vous pouvez commenter là-dessus? Est-ce que les constructions en terre sont envisageables dans des zones, par exemple, qui sont impactées par des tremblements de terre, comme ce qu'on a pu voir au Maroc récemment? Est-ce que vous pouvez commenter un petit peu sur ces questions et puis quelles mesures il faut mettre d'atténuation pour limiter ces risques éventuels liés à la terre crue? Et je demande aux participants de bien vouloir couper leur micro, s'il vous plaît, pour que ce soit optimal pour tout le monde. Merci. Alors, bon, je peux me permettre, je rentre du Maroc, là, non? Donc j'y étais il y a une dizaine de jours. En fait, les bâtiments en terre se sont majoritairement très bien comportés. Ce qui s'est très mal comporté, c'est les mélanges de matériaux, poteau-béton pas assez dosé, avec des remplissages en terre ou un remplissage en pierre, etc. Donc en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est pas au niveau tremblement de terre. Et là, vraiment, on est spécifique là-dessus. J'étais en Afghanistan il y a un an. Voilà, quoi. Donc, c'est pas le matériau qui est en cause, c'est la façon dont on le met en œuvre. Bon, après, les journaux, dès qu'on parle de tremblement de terre, disent que les matériaux locaux sont tombés, etc. Mais j'ai l'impression qu'ils ne savent pas trop de quoi ils parlent, les gens, quoi. Voilà. En allant sur place, au Maroc, en tout cas, les maisons en pierre bien faites par les malins, elles sont là. Les maisons en terre, je ne dis pas qu'il n'y a pas du dégât hein, sur la pierre, sur la terre, c'était gros hein, comme tremblement de terre. Les maisons en terre, elles sont là. Ce qui ne tient pas, c'est que quand les gens croient se mettre à l'abri en utilisant des technologies dont ils n'ont pas les moyens de garantir la qualité, et que quand ça bouge, il y a tout qui tombe, quoi, et là, ça fait des morts. Hein. Voilà. Donc, je ne dis pas que c'est indestructible, loin de là. Hein. C'est des trucs costauds, hein, tremblement de terre. Voilà. Bon, donc pour ça, déjà, il faudrait éduquer les journalistes, je pense, pour arrêter de faire passer des messages qui ne sont pas bons. Sur l'inondation, c'est pareil, hein, on construit des maisons dans des rivières, on ne va pas construire en terre dans ce qui est en contact de l'eau. Donc une maison en terre, ce n'est pas une maison qu'en terre, c'est une maison qui, ce que disait Mariam tout à l'heure, on utilise des matériaux au bon endroit en fonction des contraintes auxquelles elle est soumise. Et voilà. Donc, il n'y a pas plus de... Enfin, on a un patrimoine en France, en Afrique, partout, qui est millénaire. Donc, effectivement, les changements climatiques amènent des problèmes, des endroits qui n'étaient pas sujets, où l'action de l'homme, des endroits qui n'étaient pas sujets aux inondations, qui deviennent sujets aux inondations, les gens n'ont pas l'habitude, donc ils n'ont pas fait adapter leur architecture à cela. Mais partout où c'est
commun, je veux dire, et les gens ont trouvé des solutions. Bon, voilà, j'en ai assez dit, et je laisse les autres participants intervenir. Voilà, on maîtrise le matériau, on le connaît, on fait bien, on le respecte, on respecte le climat, et on a des maisons qui vont tenir des milliers d'années, ce qui n'est pas garanti avec le béton. Merci, je laisse Odile et Mariam commenter si elles le souhaitent. Et puis peut-être du coup, question à l'intérieur de la question, est-ce que, parce que c'est une question que je me pose, est-ce que il y a un risque peut-être qui serait plus important éventuellement avec un bâtiment 100% terre crue? Est-ce que dans ce cas-là, il faut mettre un peu de ciment pour renforcer les bases? Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire si jamais il y a un risque éventuel? Voilà. Oui, ok. Donc, comme l'a dit Olivier tout à l'heure, tout est une question de bonne pratique constructive. Ce n'est pas le matériau qui est en jeu, c'est vraiment la manière de construire. Donc, concernant les zones sismiques, on va construire, que ce soit en terre, en ciment, en bois ou tout ce qu'on veut, on va construire avec des méthodes constructives parasismiques. Donc, on va juste, c'est des méthodes qui existent, qui sont connues. On va s'assurer que s'il y a un tremblement de terre, le bâtiment reste stable de part et d'autre. Il peut bouger un peu, mais il ne va pas s'effondrer. Ça, c'est des principes constructifs qu'on apprend à l'école, qu'on apprend donc aux professionnels, qui sont aux ingénieurs, aux architectes, qui sont censés aider à construire ces maisons. Donc, évidemment, quand on est beaucoup dans l'autoconstruction et qu'on mélange les matériaux sans vraiment savoir comment les mélanger, comment les matériaux pourraient fonctionner entre eux, ça peut amener des dégâts, comme l'a dit Olivier et comme il l'a remarqué lors de son voyage au Maroc. Ce n'est pas les matériaux qui sont en cause, c'est la façon dont ils sont mis en œuvre. Donc maintenant, votre question, pour répondre à votre question, c'est est-ce que si on mélangeait un peu de ciment à la terre, est-ce que ça tiendrait mieux? En fait, le ciment et la terre, juste une petite parenthèse, la terre est un matériau naturel qui continue de respirer des années et des années après avoir été mis en œuvre, construit, la terre crue en tout cas. Maintenant, le ciment, c'est un matériau, une fois qu'il est sec, donc mélangé à de l'eau et ça sèche, il devient comme une barrière par laquelle l'oxygène ne passe plus. Donc, quand vous voyez, je fais juste une parenthèse, hein, on voit souvent des maisons en terre sur lesquelles les gens viennent badigeonner du ciment en se disant, oui, comme ça protège de la pluie, ça protège de l'érosion. Ce qui se passe souvent, et nous on est beaucoup confrontés à ça ici au Sahel, c'est que une fois que le ciment a fait sa prise, donc il est sec, la terre, elle, continue de respirer, de capter l'humidité et de la rejeter. Et ça fait qu'à un moment donné, la nature reprend le dessus sur le ciment et le ciment, il craquelle, il se fissure. Et doucement, doucement, on ne le voit pas jusqu'à ce qu'à un moment donné, les panneaux de ciment tombent en bloc. Et après, on met en cause la terre, on dit, ah, ben, c'est pas un bon matériau. Alors que c'est la façon de mettre ça en œuvre qui a fait que ça a fait du mal à la terre parce que la terre n'a pas pu respirer comme elle devrait. Et donc, pour revenir à votre question, on peut mélanger la terre et le ciment pour d'autres raisons. Pour des raisons, par exemple, de dire, OK, j'ai besoin d'une plus grande portée parce que la terre n'est pas non plus un matériau qui est très bon en traction. Donc, il y a besoin d'avoir plus de portée, il y a besoin d'avoir des pièces un peu plus grandes. Donc, on va faire peut-être une dalle en ciment pour avoir des remplissages en terre sur le côté. Ou, par exemple, on a besoin de faire des briques en BTC. Donc, là, on va mélanger la terre avec du ciment. Mais il n'est pas dit que pour des raisons sismiques, il faut mélanger la terre avec du ciment pour que ça évite un effondrement en cas de tremblement de terre. Tout est vraiment une question de mise en œuvre de la construction et des règles, du respect des règles parasismiques. Merci beaucoup pour ces précisions. Je pense que ça doit rassurer un certain nombre de nos partenaires qui ont ça dans leur tête. Parfois, c'est des questions qui reviennent. Merci.
Je vois que nous avions un participant qui souhaitait poser une question. Oumar Wele, ou si vous voulez poser votre question. Je vais poser la question, mais comment? On vous entend, Oumar. Ok, bonjour à tous et à toutes. Oumar Wele, donc entrepreneur à Bidem en Mauritanie. Je suis membre de Tikao. D'ailleurs, Ernest a si bien présenté, mais il a quand même omis la partie mauritanienne qui a beaucoup travaillé sur le Tikao, notamment dans la recherche et valorisation de TIFA. Aujourd'hui, nous avons eu des thèses qui ont été publiées, des revues scientifiques, des masters et même des modules qui ont été intégrés dans le cycle de la formation des juniors à l'École polytechnique de Nouakchott. Et parallèlement à ça, effectivement, sur l'utilisation de TIFA en matériaux briques, terre comprimées, aussi côté mauritanien, on en a fait pour construire un centre d'entraînement des forces spéciales où on demandait beaucoup plus la résistance mécanique de son matériau sur les impacts de balles. C'est un programme qui nous a coûté, qui nous a permis de construire, produire d'abord 120 000 blocs. Ça fait plus de 1000 mètres carrés. C'est une infrastructure de défense avec des murs mobiles en terre, TIFA, qui font de l'ordre de 5 à 6 tonnes. Et aussi, aujourd'hui, nous sommes sur une villa dans le quartier résidentiel de Nouakchott, R+1, où on a le TIFA sur ses différentes transformations. TIFA en isolant thermique, TIFA dans la partie structurelle, production des briques en terre comprimée, TIFA en enduit de finition, et de l'autre côté, nos partenaires sénégalais sont venus nous apporter la partie TIFA en toit en chaume. C'est une villa donc suivie par l'université, faculté des sciences et techniques, où on est en train de travailler sur cette partie de retour d'expérience en termes de performance technique, donc dans le cadre de Tikao. Il y a une question qui a été posée. Le TIFA, oui, c'est une plante qui pousse entre la Mauritanie et le Sénégal. Aujourd'hui, du côté de la Mauritanie, ça fait 4 ans, 5 ans, le TIFA a été reconnu comme une ressource à valoriser, comme une ressource officiellement à valoriser comme matériau de construction. Nous, personnellement, à Bidem, on vient de recevoir un crédit à taux zéro par IPAS pour produire des éléments de construction en offshore. Un crédit remboursable vers une unité de production qui a été validée par IPAS, initiative et partenaire. C'est un fonds d'accélérateur des PME dans le Sahel. Donc voilà, je suis avec M. Khan, qui est prof à l'université, qui est aussi qui a travaillé sur cette problématique. Merci Oumar pour votre intervention. Je vous invite, si vous le souhaitez, à mettre votre contact mail dans le chat si des personnes sont intéressées pour vous contacter par rapport à la Mauritanie, et même le lien du site du projet que vous évoquiez avant. Merci encore pour votre intervention, Oumar. Ernest, je vois que tu as levé la main. Tu veux prendre la parole? Petit mot par rapport aux matériaux. En fait, je pense qu'on accuse beaucoup les matériaux et je pense que c'est là où il faut être extrêmement vigilant. Le matériau ne peut pas régler tous les problèmes. Et on accuse très vite les matériaux. Avant les matériaux, tout est basé sur les questions de normes. Pour bâtir un bâtiment, il y a des normes. Le matériau à être bon, pour réaliser le matériel, il y a des normes à respecter. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. L'autre élément qui est un enjeu qu'on n'a pas pu évoquer pendant les présentations, c'est la qualité des réalisations. Et ça, la qualité des réalisations, que ce soit quand on construit en terre, que ce soit quand on construit en terre TIFA, terre fibrée, etc. Et ça, c'est un enjeu parce que c'est ça qui va permettre aux gens d'avoir plus d'assurance. La qualité du bâtiment, la beauté du bâtiment, je pense que c'est un aspect qu'il ne faut pas négliger. En plus des propriétés, le confort que ça peut apporter, le confort en termes d'humidité, en termes de température, etc. Voilà donc un peu ce que je voulais ajouter par rapport à ce qui était dit tout à l'heure. Et d'ailleurs, la question des Mauritaniens au Maroc, je pense que des architectes sont intervenus pour rétablir la vérité.
que les bâtiments qui sont tombés, ce n'est pas des bâtiments parce que la terre qui est mise en cause, mais c'est la manière de construire avec la qualité de la terre qu'on a réalisée, avec laquelle on a construit. Merci. Merci pour ce complément d'information, Ernest, et puis merci aux autres intervenants. Une autre question qui est revenue, alors là, pas dans le chat, mais qui est revenue avec plusieurs partenaires, notamment dans la santé, qui avait une question. Est-ce que l'intérieur d'une construction en terre crue, terre crue TIFA ou terre crue seule ou terre crue avec d'autres liants, est-ce qu'elle peut se nettoyer suffisamment bien pour abriter des activités médicales? Est-ce que ça nécessite un lavage particulier, régulier? Qu'en est-il? Allez-y, hein, Ernest, Odile, Mariam, Olivier, Sur si vous cette voulez. problématique, on a travaillé, ça fait dans le cadre d'un autre programme qu'on appelle le PIB, Programme Efficacité Énergétique dans le bâtiment, porté par l'AFD, l'ADEME et la GIZ. On a travaillé à accompagner la réalisation de centres de santé. Parce que je pense que dans le cadre de la santé, un enjeu extrêmement important, c'est le confort des occupants. Un malade qui souffre de pathologie quelconque qu'on met dans des bâtiments où la température est extrêmement élevée, où le taux d'humidité est extrêmement élevé, etc., ne peut pas, je pense, pose problème. Mais aussi les conditions de réalisation du bâtiment. Donc, quand il s'agit d'un bâtiment sanitaire, il y a eu des préconisations qui ont été faites en tenant compte, que ce soit en tenant compte de l'objectif de la salle. Si c'est une salle d'opération, il faut être extrêmement précis dans les conditions dans lesquelles vous allez réaliser. Ça ne doit pas laisser de la place là où peut s'accrocher un microbe ou un insecte. C'est la même chose pour les salles par exemple, d'hébergement des malades, etc., de séjour. Ce sont des bâtiments, au-delà de la construction avec des matériaux, que ça soit extrêmement bien aéré. Et naturellement bien aéré, c'est mieux encore. Parce que quand vous devez récupérer des conditions de température par la climatisation, vous ne réglez pas le problème. Parce que tout le monde sait que quand vous faites appel de la climatisation, vous pouvez même créer des conditions d'avoir des germes pathogènes qui se développent. Donc, le mieux, c'est que tant que c'est une salle, selon la destination ou la vocation des salles sanitaires, de travailler avec là. C'est juste ce que je voulais dire dans l'expérience que nous avons eu à accompagner de la construction de centres de santé. Oui, pardon, Oumar. Je crois que vous pouvez y aller, Olivier, si vous souhaitez commenter. Oui, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut jamais penser la construction en terre comme tout en terre, quoi. Ce qu'a dit très bien Ernest, quoi. C'est que chaque partie du bâtiment est fait avec des matériaux différents, quoi. Et même les pièces du bâtiment sont faites en fonction de leur fonction et des caractéristiques qu'elles doivent respecter. Donc on peut très bien mélanger des matériaux avec certaines caractéristiques, avec d'autres matériaux, avec d'autres caractéristiques, etc. Et c'est une architecture, quoi. C'est pas une construction avec un matériau, c'est un mélange de matériaux, chacun au bon endroit, pour faire en sorte que le bâtiment soit fonctionnel et pertinent. C'est ce que je voulais ajouter juste. Oui, tout à fait. Et, au FACT, on aime bien montrer des exemples. On aime bien montrer. Donc voilà, je ne sais pas si vous apercevez mon écran. C'est un des projets qu'on avait reçus parmi tant d'autres. Et Ernest l'a dit, ils ont travaillé aussi, ils ont fait d'autres projets. Ça, c'est un hôpital à Fann, à Dakar. Donc voilà, et comme l'ont dit Ernest et Olivier, il y a certainement une base. On va travailler le bioclimatisme, on va travailler la lumière, les matériaux. Et puis, comme à l'international, dans le monde entier, dans les salles, en fonction de l'hygiène, dans tous les hôpitaux, de manière internationale, il faut après répondre à certaines normes et utiliser des matériaux bien précis
s'enjoint de cet ordre-là. Donc voilà, toujours un peu montrer les exemples qui existent. Merci pour cet exemple illustré. Oui, effectivement, ça, à mon avis, ça peut convaincre. L'illustration aide à convaincre, à mon avis. Merci à tous pour ces commentaires. Une question, je vois qu'il y a une question sur le coût de l'isolation au TIFA, mais plus largement, la question du coût. Est-ce que construire en terre crue, ça coûte plus cher, moins cher, à peu près pareil que construire en béton? Est-ce que c'est juste une question que maintenant, c'est encore considéré comme l'innovation, donc forcément, il y a un petit temps où ça va coûter plus cher, mais qu'au final, ça va coûter moins cher? Voilà, ces questions de coût, et puis la question de l'isolation au TIFA, si vous pouviez commentez tous. Moi, ce que je peux dire, on n'a pas encore suffisamment de recul et de retour d'expérience pour pouvoir dire aujourd'hui de façon systématique que ça coûte moins cher. Mais la première question qui doit se poser, de quel type de coût on parle? Si c'est un coût direct parce que quand je prends la décision d'isoler avec du TIFA, qu'est-ce que je veux résoudre? À côté, je pouvais ne pas isoler. Mais quand je n'isole pas, cela veut dire que je reçois beaucoup de chaleur à l'intérieur de ma pièce. Et puisque je reçois beaucoup de chaleur, pour être confortable, je dois traiter cette chaleur. Soit faire recours à la climatisation, qui doit me faire un coût. Donc, c'est pourquoi la question du coût, il faut l'aborder avec beaucoup de prudence, de savoir de quoi on parle. Parce que quand on décide d'isoler ou d'utiliser ces matériaux, il y a le fait que quand on isole, c'est parce qu'on veut réduire les apports énergétiques à l'intérieur du bâtiment et donc, du coup, le recours à la climatisation, par exemple, ou à la ventilation mécanique. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que quand on fait appel à ces matériaux aussi, il y a la question de l'entretien, etc. Souvent, quand c'est la construction en terre, par exemple, on s'économise, par exemple, du fer. Je vous ai montré des bâtiments de stockage ou certains bâtiments, même la salle de classe, où on a utilisé le minimum d'acier. C'est un coût qu'on a réduit. On ne fait plus de la peinture. On peut se passer de la peinture. C'est un coût qu'on réduit, etc., etc. Donc, il y a certes de l'entretien. Donc, ces questions de coût, je pense qu'il faut être prudent et dire, est-ce qu'on parle de coût direct d'investissement ou bien on parle de coût global? C'est pourquoi nous, on préfère avoir l'approche du coût global. Et à cela, il faut ajouter aussi le coût de l'impact. Le fait, soit qu'on utilise du matériau conventionnel de construction où on impacte fortement le climat, l'atmosphère avec ses émissions de gaz à effet de serre, ou bien on utilise ces matériaux où on a moins d'impact par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. Je pense que tout cela, il faut le prendre en compte. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui une approche qu'on appelle l'approche coût global, pour être plus précis sur de quoi on parle. Par contre, quand vous faites de façon générale de la construction bioclimatique avec recours aux matériaux, ça peut avoir au début un surinvestissement, c'est-à-dire un surcoût. Mais quand vous regardez ce que vous économisez en climatisation, en ventilation mécanique et le confort que vous avez et qu'on ne monétarise pas, parce que le confort que vous avez dans le cadre de ces bâtiments, on ne l'évalue pas financièrement. Vous avez un retour sur investissement qui est assez intéressant. C'est ce que je peux dire à ce stade. Pour compléter, je pense que c'est vraiment ce que tu dis, Ernest, qui est juste, hein, d'avoir le coût global. Mais peut-être qu'après, sur des projets, c'est difficile d'expliquer aux bailleurs tout ça, mais il faut le faire, hein, il faut y arriver. Hein. Mais bon, pour un exemple, bon, déjà, il n'y a pas de bonne réponse à cette question, si c'est moins cher ou plus cher, ça dépend quel coût, ça dépend si la terre est disponible localement, ça dépend si les compétences sont disponibles localement, c'est tout ça. Donc toujours, ne surtout pas dire c'est en terre ou c'est en pierre ou tout ça, et donc c'est moins cher, ou en bois ou en TIFA, non. Si je fais venir le TIFA du Sénégal pour construire une maison chez moi en France, à mon avis, ça va être cher, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment contextuel. Après, à titre d'exemple, au Niger, dans les années 95, on avait un programme scolaire et donc la construction en terre avec des bâtiments de qualité, donc ventilés, et tout ça, confortable, etc.
Et c'était à peu près 75-80% du coût d'une construction équivalente classique en béton, poteau et structure béton, quoi, et remplissage mur en briques ciment, quoi. Et sans compter que l'argent, dans ce montant, il y avait une grosse partie de l'argent qui partait dans la main-d'œuvre locale, donc lutte contre la pauvreté, etc. Voilà, donc ça peut être moins cher immédiatement si on fait les bons choix. Et effectivement, comme le dit Ernest, c'est par rapport au coût sur la planète, etc., c'est de toute façon intéressant, quoi, quasiment. À vous. Merci Ernest, merci Olivier. On va arriver vers la fin du webinaire. Mes excuses d'avance parce qu'on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Je vois qu'il y a des questions qui ont été répondues directement dans le chat, donc c'est super. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à envoyer un mail, soit à nous, soit aux différents intervenants. Leurs présentations seront disponibles sur la page internet du site internet. Le replay également, où leur mail est indiqué, mais j'invite les intervenants aussi, s'ils le souhaitent, à indiquer leur mail dans le chat pour que des partenaires et des organisations de l'aide et de la santé puissent vous contacter. Et pour finir, je vais faire un dernier tour de table. Alors, en 30 secondes, si vous avez un dernier conseil à donner aux organisations qui nous écoutent aujourd'hui, donc qui sont des organisations de l'aide et de la santé à l'international, un dernier conseil ou un dernier outil que vous vouliez partager. Olivier. Ou Ernest, ou Odile. Oui. Vous avez tous un dernier conseil. Un dernier conseil pour moi, je pense que tout ceci est bon d'avoir un bâtiment bien. Ben, j'ai eu un petit bug et donc je n'ai pas entendu. Donc l'idée c'est, oui, ouais. Vas-y, Olivier. Olivier, vas-y. pas. Construire en terre crue et en TIFA. Un dernier conseil en 30 secondes. Ça coupe. Mais j'ai cru comprendre, donc en fait, c'est que oui, donc l'idée, c'est que le choix des constructions en matériaux locaux, ça fera moins de patients dans les hôpitaux, etc., parce qu'on fera des travaux sains et on respectera la planète, il y aura moins de catastrophes, etc. Voilà. Ernest, et puis ensuite Odile et Mariam, si vous avez un dernier conseil avant d'arrêter. Moi, je voudrais juste que les participants et ceux qui nous écoutent retiennent qu'il faut toujours se poser la question avant de faire un projet, quel est le meilleur matériau? Il ne faut pas systématiquement penser que voilà, on va construire en ciment, dans les zones où on a l'habitude d'utiliser plutôt de la pierre ou de la terre, mais se poser la bonne question. Et je pense que l'outil Intec dont a parlé Olivier est un excellent outil pour ça. Et voilà. Et nous, au Sahel, c'est vraiment une question que les gens doivent apprendre à poser pour pouvoir vivre mieux dans leur habitat et préserver au mieux l'environnement pour les générations futures. Oui, moi j'aimerais bien dire ici aux participants qui travaillent sur le terrain de ne pas avoir peur de sortir des sentiers battus. Ça demande parfois un peu plus d'efforts, de ne pas appliquer des choses qu'on a l'habitude de faire, des formules toutes faites, mais que ça vaut la peine et de ne pas, voilà, de garder la direction, même si peut-être autour de vous, vous avez plein de nombreux collègues qui seront sceptiques. On fait face à ça, nous tous, tous les jours, experts de la construction en matériaux biosourcés, et on espère vous avoir montré la preuve en images que c'était faisable et qu'il y a moyen
construire différemment et donc garder le chemin et voilà, sortez des sentiers battus et essayez d'aller jusqu'au bout des idées. Bon projet à vous. Merci. Merci à tous. Un grand merci aux intervenants, Odile, Mariam, Olivier et Ernest. N'hésitez pas à prendre contact avec leurs organisations si vous avez plus de demandes, de conseils, ou même si vous voulez rentrer en partenariat avec eux. Merci également à toute l'équipe du Climate Action Accelerator et en particulier à Pascal et Macarena qui nous ont beaucoup aidés, qui ont d'ailleurs organisé ce webinaire. Donc, merci à eux. Et puis, nous, on se revoit pour... Merci également aux participants et aux partenaires, je les oubliais, qui sont là aujourd'hui et qui ont envie, peut-être, de construire en terre crue et Antifa demain. Et puis, on se revoit pour le prochain webinaire du Climate Action Accelerator en décembre. Et ce sera en anglais, cette fois, avec une traduction en français. Et ce sera sur l'approvisionnement et les fournisseurs. Voilà, vous recevrez plus d'informations un peu plus tard. Merci à tous et bon courage pour vos projets.